Bonjour les enfants. Ça faisait longtemps que je vous avais pas lu d'histoire, alors je m'y remets. Je vais vous lire une histoire que Muriel nous avait déjà fait découvrir lorsqu'on était allé à la bibliothèque dans le cadre de notre voyage lecture. Il s'agit du secret du fleuve. Je vous lis la quatrième de couverture et je reprendrai du début la lecture de cette histoire et vous aurez enfin la fin. Comme chaque année, le père d'Andréi le dépose chez ses grands-parents pour les vacances d'été. Comme chaque année, Andréi lui promet de ne pas s'approcher du fleuve tout proche. Pourquoi les larges berges du fleuve lui sont-elles interdites? Pourquoi son père et ses grands-parents n'échangent-ils presque aucun mot? Est-ce sa faute? L'été de ses 11 ans, Andréi découvre enfin la réponse à un secret trop longtemps dissimulé. Le secret du fleuve. Nous habitions un appartement dans un quartier périphérique de Bucarest. Chaque année, depuis toujours, je passais les premières semaines de vacances à Braila, la maison où vivaient mes grands-parents, Théo et Bunica. La maison de Braila était fraîche, nichée sous les grands arbres qui couvraient la cour où Théo aimait s'asseoir dans son grand fauteuil en osier. Papa m'y conduisait. Le voyage durait plus de 3 heures. Les maisons de la ville ancienne apparaissaient. Bientôt, la voiture cahotait dans les rues pavées. Enfin, elle s'arrêtait devant le portail en fer. Théo nous accueillait et se baissait pour m'embrasser en s'appuyant sur sa canne. Je fonçais dans la maison. Bunica m'embrassait, réajustait de petits peignes dans ses cheveux blancs et me tendait de délicieux biscuits qu'elle avait juste sortis du four. Papa me serrait dans ses bras, il repartait aussitôt vers Bucarest. Bonnes vacances, Andréi, et sois sage avec tes grands-parents. Et tu te souviens de la promesse? Demandait-il toujours. Sa voix baissait alors comme si sa question ne devait être entendue de personne d'autre. Oui, papa, je me souviens. Promis. Je filais pour jouer avec Grégor, Alexandre, qu'on appelait Sandy, et Marcel, qui m'attendait déjà dans la rue. Ils habitaient les maisons voisines. Nous nous retrouvions tous les ans. L'été commençait. Nous courions en bondissant sur les gros pavés inégaux de la rue. C'était une impasse. À une centaine de mètres se dressait une barrière de vieux ciment. Le fleuve immense en contrebas, la forêt au loin à perte de vue, me coupait le souffle. Le Danube coulait au bout de la rue de la maison d'été. « Allez, Andréi, viens !» J'hésitais. J'avais promis. J'entendais encore les paroles de papa. Jouer dans la rue? Oui. Mais je t'interdis, tu m'entends, hein? Je t'interdis de dépasser la barrière. Jamais, jamais je ne veux que tu descendes sur la berge. Tu promets? Mais papa, les autres... Non, promets. Je promettais, vaguement intriguée. Les berges pavées du fleuve étaient pourtant si larges, on y voyait des familles se promener le dimanche et tous les enfants de la rue pouvaient y jouer. Je promettais, mais comment résister? Je finissais par suivre Grégor, Sandy et Marcel. Nous devenions pirates, indiens, explorateurs. Le fleuve nous inspirait. Nous nous asseyions parfois pour reprendre notre souffle sur la pente pierreuse qui descendait vers l'eau. Je remontais toujours dans la rue avant l'heure des repas. Théo n'avait pas à sortir pour m'appeler. Tout se passait bien. Tout aurait pu continuer ainsi. Après le repas de midi, à l'heure la plus chaude, Bunica exigeait que je fasse la sieste. Elle m'installait dans leur chambre, sur un lit très haut, un peu trop mou. Elle s'affairait dans la cuisine. Théo allait s'asseoir dans les arbres de la cour. Sous les arbres. Dans la pénombre, je regardais les innombrables cadres qui couvraient murs et meubles. Des broderies sous verre, des images peintes et surtout des photographies. Couple de jeunes mariés en costume traditionnel, brodés de rouge, famille entière figée autour d'une vieille femme assise, visage ridé, militaire en costume. À part la photo du mariage de papa et maman, quelques photos de classe où j'apparaissais, et d'autres prises à chacun de mes anniversaires, il n'y avait que des inconnus. Certains me rassuraient, comme ce portrait d'un vieil homme à l'air malicieux. D'autres m'inquiétaient. Leur regard sévère semblait chargé de reproches. Qu'avais-je fait de mal? Une photographie en noir et blanc m'intriguait particulièrement. Elle était posée sur la table de chevet de Bunica,
tout près d'un petit bouquet de fleurs toujours fraîches. Un enfant me fixait en gros plan. Il paraissait un peu plus jeune que moi. Ses cheveux bouclés formaient un nuage lumineux autour de son visage. Sa bouche fine ne souriait pas. Il me regardait de ses yeux graves. Son visage m'était inconnu et pourtant vaguement familier. Pourquoi avais-je l'impression qu'il voulait me dire quelque chose? Je finissais par me retourner et m'enfoncer dans des rêves habités de militaires aux uniformes d'un autre siècle, de mariages immobiles et de chuchotements d'enfants. Cette année-là, j'avais 11 ans. Comme les années précédentes, papa me conduisit à Braila. Comme les années précédentes, je jaillis de la voiture pour retrouver le sourire de Théo, encore un peu plus penché sur sa canne, et Bunika qui m'attendait dans la maison où flottait une délicieuse odeur de moussaka. C'était bientôt l'heure du repas qu'on prenait dans la cour sous les arbres. Déjà, papa me prenait dans ses bras pour me dire au revoir. Je demandais soudain « Mais pourquoi tu restes pas? Pourquoi tu repars tout de suite ?» Bunika échangea un regard avec papa, se détourna et rentra dans la maison sans un mot. Théo s'éloigna, à petits pas vers son fauteuil. Papa baissa les yeux, soupira et me dit « Andréi, je ne suis pas en vacances, moi. Mon travail m'attend à Bucarest. » « Mais juste pour le déjeuner, tu pourrais... » « Non, Andréi, c'est impossible. » Papa, habituellement toujours calme, tenant toujours à m'expliquer les choses patiemment, avait fait claquer sa réponse. Je me mordis les lèvres. Que se passait-il? Qu'avais-je dit de mal? Papa reprit de sa voix, redevenue douce. Allez, passe de bonnes vacances, Coco douche. Sois sage avec tes grands-parents. Suivirent les recommandations habituelles, la promesse à tenir, puis les signes par la vitre ouverte de la voiture qui s'éloignait sur les pavés et disparaissait au tournant. Je rentrai dans la cour, la gorge encore nouée, comme si j'avais pénétré dans une zone interdite et dangereuse. La table était mise sous les arbres, une assiette m'attendait. Théo me dit les yeux pétillants « Je mange ta part si tu n'en veux pas !» Je m'assis et dévorai la délicieuse moussaka de Bunika. C'était le début du séjour dans la maison d'été. Je décidai de croquer ces nouvelles vacances qui s'annonçaient. C'était peut-être, une semaine après mon arrivée. Nous avions décidé de construire un tipi, caché sous les buissons de la pente, éloigné d'une dizaine de mètres du sentier qui descendait vers la berge du Danube. Il nous manquait une ficelle pour assembler les branches. Je grimpai vers la rue, courus jusqu'à la maison. Avant d'entrer dans la cuisine, je remarquai que la porte de la chambre des grands-parents était entr'ouverte. Pourquoi cela m'attira-t-il? Je sais pas. Pourquoi marcher sur la pointe des pieds et pousser la porte en silence? Bunika était assise sur le lit et regardait la photographie de sa table de chevet. Elle me tournait le dos. Son immobilité m'inquiéta. Je chuchotai. « Bunika !» Elle sursauta et se retourna. Elle pleurait. Je restai interdit. Elle se leva toute menue. J'avais remarqué en arrivant que j'étais déjà presque aussi grand qu'elle. Elle posa la photographie sur la table de chevet, se leva, essuyant ses yeux avec un mouchoir blanc et me dit « Allez, va jouer, Andréi. Tu n'as rien à faire ici. » Je reculai. Passai dans la cuisine, prendre une pelote de ficelle et repartis vers la berge, le cœur lourd. Des questions restées sans réponse me revenaient. Je repensais à certaines conversations entre Bunika et Théo qui s'arrêtaient net lorsque j'arrivais. Au départ immédiat de papa, au peu de mots échangés entre lui et les grands-parents. Était-ce ma faute? Je cheminais jusqu'à notre tipi. Un autre garçon était là. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Grégor, Sandy et Marcel l'écoutaient et semblaient fascinés. Il était plus grand que nous. Sa voix était plus grave que les nôtres. Il s'appelait Ion. Il devint instantanément notre chef. À partir de ce moment-là, c'est lui qui décida des jeux, répartissant les rôles, lançant les défis. Le tipi devint le royaume où Ion
était tout-puissant. Nous le suivions. Parfois, nous étions tentés de reculer, effrayés par son audace. Son sourire moqueur nous blessait. Nous obéissions, grisés par les explorations qu'il proposait. Tantôt escalader les murs presque écroulés de bâtisses abandonnées, ou bien grimper dans la cheminée d'une fabrique désaffectée. Je décidai de tourner le dos au mystère. Cet été serait celui de mon propre défi. Un jour de fin juillet, le temps était orageux. Des nuages lourds couvraient la forêt de l'autre rive du fleuve, la faisant paraître plus proche. Je courus jusqu'au tipi après la sieste. Ion était seul. Il me demanda, l'air mystérieux, si j'étais prêt pour une aventure, mais une vraie aventure, pas pour un jeu de gamin. Oui. On attend Grégor, Sandy, et on y va. Ah bon? Tu peux rien faire sans eux, quoi. Remarque, je m'en doutais. Mais bien sûr que si. Qu'est-ce que tu crois? Alors suis-moi, et pas un mot. J'hésitais. Jusqu'alors, même si je ne respectais pas ma promesse, je restais dans des chemins connus, un périmètre habituel, 1000 fois exploré avec Grégor, Sandy et Marcel. Où Ion allait-il m'emmener? Bon, tu viens? Rejetant les silences inexpliqués, les promesses faites à voix basse, je quittai le tipi et le suivis. Il marcha longtemps sur la berge, vers l'amont. Jamais je n'allais si loin d'habitude. Les pavés devenaient irréguliers. Un chaos de ciment bordait l'eau. Ion sautait de bloc en bloc, évitant les tiges de ferraille rouillées qui surgissaient ici et là. Jusqu'où irions-nous? Soudain, il s'arrêta. Dans le creux formé par 2 plaques de béton, apparut une petite barque attachée à une corde à une de ces tiges menaçantes dressées vers le ciel. Déjà, Ion sautait dans l'embarcation et dénouait la corde. « Alors, tu te dégonfles? Tu restes à terre comme une poule mouillée ?» Je sautai à mon tour dans la barque, qui oscilla forcément, et m'assis à côté de Ion, sur la planche qui servait de banc. C'était trop tard pour reculer. Elle s'éloignait déjà, portée par le courant. Le ciel s'assombrissait rapidement et des rafales formaient des rides sur le fleuve. « Allez, tu vas voir, en 2 minutes, on va être revenu juste en face de ta rue avec le courant. » Il saisit une rame sur le fond, où un peu d'eau commençait à s'infiltrer. Ion, t'as vu l'eau au fond, là? Mais oui, rien, oui, c'est rien, c'est normal. C'est le bois qui travaille. Il se mit à ramer, d'un seul côté, et je compris qu'il tentait de maintenir la barque proche du bord du fleuve. Mais insensiblement, malgré ses efforts, elle s'éloignait et se dirigeait bien vers l'aval. Et notre terrain de jeu habituel dérivait en direction du centre du fleuve. Immense étendue d'eau grise, remuante, de plus en plus agitée. De grosses gouttes commençaient à tomber. Puis, en quelques secondes, un rideau de pluie nous enveloppa. Je ne distinguais presque plus le rivage. Ion poussait désespérément sur sa rame, sans succès. L'eau du fond de la barque atteignait mes chevilles. Un éclair nous aveugla, suivi 2 secondes plus tard d'un formidable coup de tonnerre. Ion me cria quelque chose, mais je ne comprenais pas. Il se leva et plongea dans l'eau noire. Je le perdis de vue en quelques secondes. Oh, l'eau montait toujours dans la barque qui filait. Je sautai dans l'eau à mon tour. Je tentais de progresser vers la rive et j'apercevais encore. Je m'approchais insensiblement, mais je m'épuisais et tentais de lutter contre le courant qui m'emportait. Je voulais hurler. Un nouveau coup de tonnerre éteignit mon cri. L'eau me submergeait. Je ne pouvais plus résister. Je me laissai aller, sentis que je coulais. Je fermai les yeux dans l'eau sombre et je le vis. C'était lui, l'enfant aux boucles rondes, blondes, qui me fixait de ses yeux graves. Il voulait me dire quelque chose, mais cette fois, j'entendis clairement sa voix qui me chuchotait. « Viens, 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 Andréi. »« Andréi, Andréi !» J'entendais mon nom tout en vomissant, crachant, toussant. Puis plus rien, la nuit. J'ouvris les yeux,
J'étais couchée sur le lit de Bunica et Théo. Une petite lampe était allumée près du lit. Bunica était assise près de moi. Bunica, pardon, j'avais promis à papa. Je fondis en larmes. Non, non, André, ne pleure pas, tu es sauvée. Le médecin est venu et t'a fait boire un médicament pour dormir. Mais comment? Un pêcheur a vu la barque dériver depuis la berge. Au début de l'orage, il a couru prendre son canot et t'a repêché. Tu t'enfonçais déjà. Oh mon Dieu, il aurait pu arriver trop tard. Je vis son regard glisser vers la photographie de la table de chevet. Un minuscule bouquet de violettes était posé près du cadre. Je demandai « Qui est-ce Bunica sur la photo ?» Bunica me regarda un long moment et dit tout bas « Il aurait 39 ans aujourd'hui. Il est mort il y a 30 ans. Il s'appelait Nikolai. » J'attendis. C'était un hiver très froid. Le Danube était gelé en grande partie. On se promenait sur les berges et certains marchaient sur la glace épaisse du fleuve. Nous interdisions aux enfants d'y aller et cela pouvait être dangereux. Mais Matej, ton père, était toujours turbulent, tenté par les expériences, les défis. Un matin, Matej et Nikolai sont descendus seuls sur la berge. Mais elle avait commencé à fondre. Elle s'est effondrée. Sous eux, ils ont été engloutis dans l'eau, glacés. Un promeneur a pu sauver ton père. Quand il a sorti Nikolai de l'eau, c'était trop tard. Il était mort, mon petit Nikolai. Ton petit Nikolai? Ah, bien sûr. Tu ne peux pas savoir. On s'était juré qu'on n'en parlerait à personne. Plus jamais. Bunica prit son souffle. L'air semblait lui manquer. Nikolai était le frère de ton père, son frère jumeau. Je restais muet. Ses yeux clairs sur la photo en noir et blanc, les cheveux frisés, la bouche fine. Oui, cette étrange impression de familiarité. C'est pour ça que papa ne reste jamais, que vous ne vous parlez presque pas. Depuis ce jour où il a entraîné Nikolai, rien n'a jamais été pareil. Je n'ai jamais pu lui pardonner. Mais Bunica, il avait 9 ans, 2 ans de moins que moi. Bunica me fixa en silence, puis me caressa une joue. 2 ans de moins que toi, petit Andréaï. En effet, tu as raison. Je me remis vite. On ne revit jamais Ion. On sut juste qu'il avait réussi à rejoindre la rive et qu'il était parti en courant. Nos jeux reprirent avec Grégor, Sandy et Marcel. La sieste était toujours obligatoire, mais je remarquai que la photo de la table de chevet était désormais accrochée au mur, près d'une autre, presque identique. Les 2 frères jumeaux, Nikolai et Matej. La fin du séjour à la maison d'été arriva. Un matin, peu avant midi, j'entendis la voiture de papa. Le portail s'ouvrit. Je m'approchai. Il me souleva de terre et me serra longtemps dans ses bras. Bunica demanda alors « Matej, tu auras le temps de rester déjeuner, n'est-ce pas ?» Je regardai papa et Bunica qui souriaient. Puis je courus jusqu'au portail, bondis sur les pavés et m'arrêtai à la barrière du bout de la rue. Une brume de chaleur voila la forêt de l'autre rive. Le Danube coulait en contrebas. Je fermai les yeux et mon cœur s'envola. Voilà. Elle n'est pas très gaie cette histoire. Il s'agissait du secret du fleuve. Je vous fais plein de bisous et je vous espère en pleine forme.